Colonel Tiburn, on est sur l'atelier 4, éruption volcanique, séisme et tsunami, l'évacuation est-elle la seule réponse? Donnez-nous le cadre et puisque vous avez dégagé après vos travaux. Merci. La sénatrice, la présidente. Je sais pas. Allô? 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 Ouais, je crois que ça sera mieux. Allô? Ah bon. Bien. Bah, je saluais Madame la sénatrice, que j'ai eu le plaisir de connaître, Madame la vice-présidente de la SPCN, et puis vous, tous collègues et amis présents ici. Nous avons à vous restituer le travail de notre atelier, l'atelier numéro 4, qui portait sur les aléas ou les risques, on pourrait même dire, volcaniques, sismiques et tsunamis. Et nous nous sommes posé deux questions. Quelle est la réponse? A priori, pour ces aléas-là et ces risques-là, la réponse, c'est l'évacuation. Mais est-ce qu'elle est la seule? Et surtout, comment préparer la population? Comment faire en sorte que la population soit en capacité de réagir avec les bons comportements face à des événements qui vont se produire? Alors, les remerciements, ils vont à la FPCNT, à la CTM, parce que c'est un gros chantier que de prendre le challenge de séminaire comme celui-ci. La ville du Carbet, monsieur le maire du Carbet, monsieur Écanville, qui est aussi mon président du service d'incendie et de secours et qui nous a accueillis et qui a été avec nous toute la journée. Bravo à tous les élus qui ont été présents. Le service d'incendie et de secours que j'ai l'immense joie de diriger, même si c'est pas simple tous les jours. Le CDST, qui nous a accueillis aussi en visite. L'observatoire de la montagne Pelée, entre autres. Notre chauffeur, effectivement, le caméraman qui a tout enregistré, qui a mis tout dans la boîte noire pour que tout ça puisse être restitué plus en détail. Et puis bien sûr, des participants en visio, qui en particulier de Saint-Vincent, mais également depuis Paris, de l'IPGP, du labo Grette de Montpellier. Alors là, vous avez une vue de tout ce qui est en présentiel. Donc je ne m'étends pas plus sur cette vue. Alors, un rappel sur l'atelier. La première carte, je crois qu'elle est parlante. Les zones, les territoires français les plus concernés par le risque sismique, vous les connaissez. Vous êtes présents d'ailleurs, et je ne souhaite pas que ça se produise, mais à n'importe quel moment, comme on est largement dépassé le temps de retour de séisme majeur en Martinique, vous êtes présent sur une terre qui est particulièrement à risque sismique. Le risque volcanique, notre situation géophysique fait que nous sommes sur une zone aussi fortement à risque volcanique, plus de 12 volcans actifs sur la Caraïbe. Et la Pelée et la Soufrière de Guadeloupe et la Soufrière de Saint-Vincent et autres en font partie. Et puis le risque de tsunami, qui est un risque engendré par ces deux phénomènes. Le principal phénomène susceptible d'engendrer un tsunami, c'est le séisme. 80% des tsunamis sont engendrés par les séismes. Mais également par le risque volcanique, les risques de glissement de terrain, de glissement de ponts de montagne, les lahares, etc. peuvent engendrer le tsunami. Donc ce sont des risques qui sont majeurs, dans la mesure, je le rappelle, ils ont une occurrence très faible. Par contre, leurs intensités et les dégâts qu'ils peuvent engendrer sont majeurs. Donc la problématique, c'est comment organiser la réponse. Donc ça, là, depuis des années, la sécurité civile, j'allais dire, nous y travaillons. Et nous savons quels sont les scénarios potentiels. Et nous savons aussi quel type de réponse les services organisés peuvent porter avec leurs limites. Mais ce qui est certain, et ça je crois que les démarches internationales, Sendai, etc., le mettent en avant, il faut absolument que la composante préparation de la population, résilience de la population soit prise en compte. D'où notre question, comment faire pour que cette résilience individuelle, collective, se développe. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais simplement vous présenter le déroulé de notre atelier, c'est-à-dire il y avait une partie donc, on va dire en salle où nous avons eu 3 séquences. Donc la première qui était liée justement aux caractéristiques et au mode de manifestation des différents phénomènes.
Et puis, donc, après, la seconde, donc, plus liée justement à l'aspect de préparation avant le débat. Donc, au cours de cette première séquence, nous avons eu l'occasion donc d'avoir la présentation de Monsieur De Chabalier sur tout ce qui était donc phénomène lié donc au séisme et au volcan dans les Antilles, avec ce qui est ressorti comme notion justement le fait d'avoir une certaine notion du temps, la prise en compte du temps par rapport à la population au-delà de l'instrumentation. Et également donc une présentation de Madame Otnagbor du BRGM sur tout ce qui est l'aspect donc tsunami. Et là aussi avec cette intégration de la notion du temps et de la différenciation. Nous avons poursuivi donc avec la deuxième séquence concernant donc la réponse au risque en termes de points communs, en termes de spécificité liées à chaque aléa. Et donc nous avons eu l'occasion d'avoir l'intervention donc du colonel Orclas Tiburn donc sur tout ce qui était donc anticipation, passer donc de la réflexion à l'anticipation, et une intervention également que j'ai réalisée en lien avec donc Monsieur Perroche de l'Université de Montpellier sur tout ce qui est la préparation au risque de tsunami et notamment la présentation de la démarche Tsunami Ready. Et on se rend compte qu'en fait il y a vraiment cette intégration sur les deux ateliers de nécessité d'intégration de la population. Cette séquence s'est poursuivie donc avec l'intervention en visio donc de Madame Forbes, donc directrice de l'Organisation nationale donc de gestion des catastrophes de Saint-Vincent-les-Grenadines, avec un retour d'expérience donc très complet dans la mesure où il y avait certes l'aspect technique, mais ce qui était ressorti, c'était aussi le fait d'être pris entre guillemets au dépourvu par rapport à l'ensemble du contexte, malgré la préparation. On va dire que le phénomène a rattrapé en fait le temps de préparation de la société, et aussi avec la mise en exergue de l'anticipation des moyens avec le décisionnel du politique, où là on s'est rendu compte qu'il y avait le blocage pour avoir des fonds, avoir des ressources par rapport justement à la précipitation de la crise. La ville de Schellcher, par la suite, donc avec Monsieur Middleton et Madame Béranguier, nous ont présenté justement leur préparation vis-à-vis du risque tsunami, avec la mise en place donc de la signalétique que nous avons pu après visiter sur le terrain. S'en suivi donc deux autres présentations donc de la DEAL Guadeloupe pour mettre en exergue justement les différents axes au niveau du plan séisme Antilles, et notamment un gros focus donc sur l'information préventive au-delà donc du bâti, et puis donc un complément qui a été apporté donc par Monsieur Yokessa du Conseil donc de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement de la Martinique, avec là aussi au-delà donc du terme et de l'aspect bâti, la prise en compte justement du travail de la population et du savoir-faire en fait populaire. En filigrane, et c'est pour ça que cette intervention donc vient à la fin, nous avons eu l'intervention de Maude Devès de l'Institut physique du globe de Paris, plus sur le volet justement de la prise en compte des aspects psychosociologiques au niveau de la population et quels sont les freins, on va dire, au processus d'évacuation, avec bien sûr en point focal les questions liées justement à la communication et à l'intégration des différents paramètres de la population. Et enfin, donc suite à l'ensemble de ces présentations, nous avons eu la troisième séquence qui a constitué donc des discussions et des débats sur la démarche justement de la préparation de la population au risque. Donc là, avec des questions qui ont été très concrètes, qui ont émergé vraiment en fait du panel que nous avions au niveau de nos intervenants. Et donc pour ce faire, nous allons faire la synthèse donc à deux voix. Donc simplement quelques enseignements et perspectives, et là qui découlent vraiment aussi de cette dernière présentation, à une certaine échelle, donc la résilience individuelle à travers 3 points, on va dire. Donc l'appréhension de la connaissance des phénomènes et des bons comportements, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas en fait que la population entende l'information ni ne suive simplement ce qu'on lui dit, mais qu'elle est par rapport à sa mémoire, par rapport à son retour d'expérience et par rapport à sa compréhension, d'où l'enjeu de la vulgarisation scientifique, vraiment cette appropriation de ce qui est demandé, ce qui va générer après des résultats au niveau des comportements. Après, l'optimisation justement des savoir-faire individuels, donc liés justement à ce savoir qui est traduit à travers la mémoire, par exemple au niveau de l'autoconstruction. Donc tout n'est pas à opposer, c'est ce qu'on a vu en termes de technique ou en termes de savoir-faire expert ou professionnel, et puis entre guillemets une population qui aurait une connaissance moins fondée. L'objectif est vraiment de compléter les deux et surtout de pouvoir s'inscrire dans une durabilité.
Enfin, la prise en compte de la dimension magico-religieuse à ne pas négliger, donc vraiment par rapport au contexte dans lequel nous sommes, pouvoir intégrer dans la communication qui est menée cette dimension. Et donc au final, pouvoir avoir des messages adaptés et acculturés pour que ça fasse sens au niveau de l'individu. Alors, cette résilience collective, moi j'ai envie de la traduire d'une certaine manière. Est-ce que tout le monde a ça? Tout le monde l'a? C'est un sifflet? Parce que si ça se produit là, c'est bien utile que ce sifflet, quoi. Donc on l'a développé ça, avec le site PC, avec la CTM, avec plus d'autres gestes, comme celui que j'ai montré mardi. Il faut vraiment que, voilà, on arrive à cette résilience collective, individuelle. Ça se traduit sur des comportements comme celui-là. Avoir toujours sur soi son sifflet, quoi. Alors, la résilience, elle est aussi collective. Et quelques enseignements. Le premier des enseignements, c'est sur les scénarios des aléas. Ils sont connus, mais il faut pouvoir les faire comprendre à cette population. S'il vous plaît. Il faut pouvoir les faire comprendre, comprendre la différenciation des décisions qu'on peut être appelé à prendre et surtout aider à comprendre les comportements attendus. J'ai tendance à dire que dans les comportements attendus, la première des choses à enseigner, c'est enseigner ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Avant de savoir ce qu'il faut faire, il faut savoir ce qu'il ne faut pas faire. Aller chercher ses enfants à l'école, ce n'est pas un bon comportement. Après, il faut que les gens aient confiance, que leurs enfants sont bien pris en compte par ceux qui les encadrent au quotidien. Intégrer davantage la science des populations, le bon sens populaire, il existe, il est réel. Et parfois, dans nos technicités, dans nos sciences, on pense que comme on dit chez nous, Tissonson, c'est-à-dire le monsieur qui au quotidien est sur son canot et qui ne sait pas, ben, ils savent. Et moi, mon expérience de gestionnaire de crise m'a montré plusieurs fois que la population avait bien raison par rapport à ce qu'on pouvait penser. Impliquer davantage les élus pour faciliter la mobilisation des ressources. Alors là, il y a un vrai travail à faire. Moi, je ne sais pas comment s'y prendre. Madame la sénatrice, on vient de causer un petit peu. Il faut qu'on trouve comment faire que nos élus qui sont hyper chargés, occupés, mettent une priorité à être présents sur des séminaires comme celui-là. Une stratégie de communication multirisque, multiscalaire, multicible, multimodale, qui soit aidée par le retour des études psychosociales, c'est essentiel. On est formé à être très cartésien, sauf que dans des approches comme celle-là, on n'est pas sur du cartésien. On est sur de la complexité et il faut que petit à petit, nous, dans nos spécialités, on apprenne à travailler les uns avec les autres, à faire de la transversalité. Les Québécois, ils disent à réseauter. Il faut qu'on apprenne à mieux réseauter. Il n'y a que comme ça que cette intelligence collective fera qu'on pourra trouver justement les réponses qui feront qu'elles seront les meilleures et quand il en sera satisfait, il va s'impliquer, quoi. Mieux communiquer sur ce qui se fait déjà. On a tendance à se dire rien n'est fait, c'est faux. Il y a beaucoup de choses qui sont en place, qui ont déjà été faites. C'est vrai que pendant 2 ans et demi, la pandémie nous a un peu plombé. Et je félicite vraiment la FPCN et la CTM d'avoir pensé ce séminaire et qu'il tombe à ce moment parce qu'il a un point nommé. Parce que là, si le séisme est là, avec tous les oublis qu'il y a eu, et l'oubli est vite mis en place. Donc cette approche collective nous paraît essentielle, nous a paru essentielle dans l'atelier. Mieux communiquer sur ce qui se fait déjà, je l'ai dit, et favoriser donc des actions innovantes. Ah oui, alors il faut toujours être dans cette innovation parce que les techniques de communication aujourd'hui sont tout autres qu'elles étaient hier. Donc, favoriser une démarche participative. Les exercices. Alors, il y a un chantre des exercices. Il est assis là, c'est Alain Chevalier. J'ai appris avec lui. Nous étions sur les bancs de la DGSC à Paris. Les exercices sont essentiels. Les exercices, la première des choses, c'est constituer l'équipe. On vient de le dire, ça va être multi. C'est constituer l'équipe. Se connaître. On ne peut pas gérer une crise si on ne se connaît pas. Et les exercices permettent 2 choses. S'approprier les actions réflexes. Qu'est-ce que je fais tout de suite quand ça commence à trembler, quoi? Je me ramène au sol, je me protège, c'est individuel. Mais collectivement, qu'est-ce que je fais?
Et qu'est-ce que j'ai mis en place pour que ça puisse se faire? Que le PC soit réuni dans les meilleurs délais, quoi. Parce que si la clé, il n'y a qu'un seul qui sait où elle est, et que celui-là, il a un problème ce jour-là, le PC, à mon avis, ne sera pas réuni. Hein. Donc, ça, c'est important. Premier aspect des exercices, ça permet de développer ces actions réflexes. Et le deuxième aspect, en se connaissant, ça permet de développer une capacité de réflexion dans la crise qui est essentielle pour développer une stratégie de crise. Sinon, on ne s'en sort pas. Alors, je ne serai pas plus long, là, largement, je crois que je l'ai présenté dans l'atelier, puis on a échangé sur ce point-là, mais c'est un point essentiel. La régularité également des exercices est importante. La réussite de Caribe Wave, qui est l'exercice tsunami de la Caraïbe et des régions adjacentes, premier exercice 2011. Il y a une année, parce qu'on pensait que tous les 2 ans serait suffisant, le retour d'expérience de 2011 nous a dit non, il faut faire un exercice toutes les années. Et depuis 2013, toutes les années, le bassin Caraïbe fait un exercice d'alerte tsunami et qui associe maintenant la population. Combien de personnes? On a eu jusqu'à 150 000 personnes totalisées qui participent à des exercices d'évacuation de tsunami. Et ça, voilà quoi, y a pas, il faut s'y mettre. Il faut qu'on arrive à la même chose pour le séisme. Cohérence territoriale et cohésion des acteurs pour construire la crédibilité de l'information vis-à-vis de la population. Alors ça, je crois que ça va de soi. Hein. S'il y a la parole de l'État, la parole de la collectivité, la parole du STIS, la parole de l'expert, la parole du gestionnaire de crise, la parole de la parole, après, c'est clair que la population, elle est perdue. Et ça, c'est vrai. Et croyez-moi, ce qui est vrai en situation de crise, on l'a vu, hein, 76 éruptions phréatiques de la Soufrière en Guadeloupe, débat d'experts qui s'est terminé au tribunal. Oui, mais la population là-dedans. Pourtant, elle était très obéissante, la population à l'époque. On lui dit évacuer, on évacue. Hein. Aujourd'hui. Colonel, il vous reste 4 minutes. Eh bien, on termine, on conclut. Donc, c'est essentiel si on veut développer des bons comportements auprès de la population. Bien sûr, je n'y reviens pas, l'importance de l'anticipation et de la coopération dans la gestion des crises. Nous avons terminé par des visites de terrain. C'était souhaité, je crois que ça avait son bon. Hein. Il y a certaines choses qui ont été soulignées que j'ai déjà dit, hein, que je ne répète pas, notamment sur le fait d'avoir une vraie volonté politique. Nous sommes allés donc au CDST, où M. Farg nous a accueillis. Nous avons fait comme tout le monde, fait la visite, mais avec des éléments complémentaires qu'il nous a apportés. Nous sommes allés aussi à l'Observatoire et nous avons pris une belle photo d'ensemble devant l'appelé qui nous a fait l'honneur de découvrir sa robe. C'est réel, hein, il n'y a pas de montage, hein, c'est vraiment la photo d'hier qui avait... voilà. Donc, s'il faut dire un mot de conclusion, il y a 3 dimensions. La dimension multi, qui est essentielle dans l'approche, pour permettre de développer la résilience individuelle et de développer la résilience collective. Voilà, merci. Merci. Colonel Patrick Tiburn, directeur du STIS, et Marie-Noëlle Raveau, chef de service développement de la culture du risque. Merci beaucoup. Il nous reste peu de temps. Je voudrais remercier pour leur présence les représentants de Barbade, de Sainte-Lucie et de l'OECO et de la CEDEMA, notamment Crispin d'Auvergne et Clive Murray. Voilà, donc merci d'être là. Une question, une seule, sinon aucune. Avec le micro. Non, on va, comme on enregistre. Alors, dites la question et peut-être que je vais relayer. On peut avoir Ah, il est là, pardon. Merci. C'est bon. Et bonjour Richard Rosemin. Colonel, à juste titre, a parlé d'exercice. Il a cité l'exercice qui se fait sur la Caraïbe. Depuis 2004, il y a la loi de modernisation de la sécurité civile qui impose aux communes de faire un plan communal de sauvegarde et dans laquelle, pour la première fois dans une loi française, il y a pour les quartiers la recherche du leader naturel, de manière à ce que le leader naturel soit capable, sans diplôme, de pouvoir organiser. Et ce plan communal de sauvegarde nécessite d'avoir toutes les informations sur les gens qui sont dans le domaine médical, dans le domaine technique pour pouvoir scier des arbres, etc. Et il y a des exercices prévus. Et ces exercices prévus sont prévus par quartier tous les 2 ans.
Il y a une commune qui le fait en Martinique, c'est le François. Il y en a une qui a commencé, c'était Fort-de-France. Il y a beaucoup de plans communaux de sauvegarde qui existent en Martinique, mais ils sont sur papier. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas à jour. Et donc, pour pouvoir impliquer la population, c'est beaucoup plus simple de le faire par commune et par quartier. Alors, c'est très bien de le faire sur la Caraïbe, mais il faut commencer déjà par les fondations chez nous. Merci.